Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'agressivité commerciale aux États-Unis ou comment sortir du lot sur le marché américain. Vous êtes prêts? Allez. Donc, quand je parle souvent avec des dirigeants français qui veulent aller vers le marché américain, ils se disent, oui, ok, il y a peut-être des différences, mais ça reste occidental quand même. C'est pas très différent. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, bien sûr, un petit mot de remerciement pour nos sponsors qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Vous pouvez aller les visiter sur les stands. Je vous invite à le faire pour rien que de leur dire merci déjà. Alors, quand on regarde les différences culturelles, alors on sait mesurer les différences culturelles. Depuis 40 ans, grâce à un institut qui s'appelle The Culture Factor, on peut vraiment quantifier les 6 dimensions qui définissent ce que c'est la culture d'un pays. Donc, par exemple, si on regarde la France et les États-Unis, on a des grands écarts entre la distance hiérarchique, la motivation pour la réussite, l'aversion au risque, on en parlait tout à l'heure, et aussi l'indulgence. C'est ce côté, je veux quelque chose et je le veux tout de suite. Donc, on voit qu'il y a des différences. Et souvent, quand je montre ça à mes clients, ils disent, oui, ok, c'est normal, il y a des différences parce que c'est 2 pays, mais c'est pas comme si c'était la France et le Japon. Alors, quand on regarde la France, le Japon et les États-Unis, ce que vous voyez en vert, c'est justement l'écart entre la France et le Japon. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, si on prend 4 de ces dimensions, on voit en réalité, il y a plus d'écart culturel entre la France et le Japon, entre la France et les États-Unis que la France et le Japon. Donc, c'est vrai que on pourrait se dire, en apparence, au Japon, c'est très différent de la France. Entre les États-Unis et la France, on se ressemble, on a les mêmes préférences. Mais quand on quantifie les différences culturelles, on voit que le grand écart, il est bel et bien entre la France et les États-Unis. Et donc, ça fait qu'on a plein de choses à prendre en compte quand on veut lancer un produit ou un service sur le marché américain. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui et qui suis-je pour le faire? Je m'appelle Christina Rebuffet-Brodus, je sais que c'est très long, Christina, si vous préférez, et je suis la dirigeante de l'agence Transatlantia. Donc, avec mon associé Lionel que vous voyez, nous sommes une agence de marketing et d'acquisition clients pour des PME françaises qui souhaitent se développer sur le marché américain. Et nous nous voyons un peu comme les copilotes de votre stratégie d'acquisition client pour trouver vos futurs clients sur le marché américain, mais aussi pour vous guider dans les adaptations nécessaires pour réussir à la fois aux États-Unis, quand ça sera le moment d'attaquer ce marché, mais en France, si c'est l'objectif prioritaire. Alors, comme vous entendez, je suis née aux États-Unis. Les fautes de français, je m'excuse d'avance. Mais j'ai construit mon entreprise en France il y a 10 ans. Donc, le pont transatlantique, je dirais, je le connais, je le vis tous les jours depuis les 20 ans que je suis en France. Donc, ces différences culturelles, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans le développement commercial pour mon entreprise, mais aussi pour les entreprises de nos clients, je le vois tous les jours. Et j'apprends aussi plein de choses encore tous les jours. Quant à notre expérience, on a accompagné plus de 500 entreprises dans leur développement international, mais aussi sur le marché français, et elles ont généré plus de 2 milliards de chiffres d'affaires sur le marché américain. Donc, bien que nos clients principaux soient des PME, des scale-up et des start-up en France, dans des secteurs divers et variés, on a aussi eu le privilège d'accompagner quelques grands groupes comme Cartier, comme le groupe Materne, c'est ton pote, qui a bien conquis le marché américain, et Schneider Electric. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de vous, de votre développement commercial et comment vous pouvez sortir du lot sur le marché américain. Donc,
ce que je vous propose, c'est un petit voyage, un peu comme sur la route 66, où on va d'abord regarder 3 erreurs typiques qu'on voit le plus souvent chez nos clients quand ils s'attaquent au marché américain. On va regarder justement cette méthode que vous pouvez appliquer à la fois pour votre développement commercial en France, mais aussi sur le marché américain, avec les adaptations culturelles qu'on va voir ensemble, et les leviers d'action que vous pouvez mettre en place tout de suite, que vous soyez sur le marché français ou le marché américain. Donc, on va rentrer tout de suite dans le concret, c'est-à-dire les 3 erreurs typiques qu'on voit tout le temps chez nos clients avant qu'ils commencent à s'attaquer au marché américain. Alors, la première erreur qu'on voit, c'est la complexité qui tue la clarté et du coup le deal. En fait, en France, et c'est pas une critique, c'est juste une observation, donc je mets un petit parenthèse, il n'y a jamais une façon de faire qui est meilleure que l'autre, c'est juste différent, pour des cultures différentes. Mais en France, ce que j'ai observé, c'est qu'on adore montrer, en fait, toute la richesse de nos solutions. L'historique de la boîte, le parcours de l'équipe, la technicité de notre solution et la méthode qu'on a mis pour trouver cette solution. Donc, on a presque l'idée que plus on explique, plus on montre, plus on peut prouver notre expertise et plus ça va rassurer le client. Donc, c'est notre process ici en France comparé à ce qu'on a aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, si ce que vous dites, si votre solution, c'est pas clair, en 2 minutes, votre prospect américain, il est déjà en train de, je dirais, partir mentalement sur autre chose. Si ce n'est pas physiquement, j'ai eu un client que une fois son prospect s'est levé en se disant, je vois pas l'intérêt, merci d'être venu, au revoir. Donc, vraiment d'être clair dès le début, c'est très important pour les clients américains parce que là-bas, c'est une économie d'attention et encore plus que ce qu'on voit ici en France. Donc, si c'est compliqué, si le prospect, il ne voit pas clairement pourquoi c'est intéressant pour lui tout de suite, ça va être très compliqué justement de le convertir par la suite. Ouais. Mais ça peut être pareil, oui. 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 Oui, donc en fait, il faut vraiment aller droit au but. C'est-à-dire lui dire, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, dans l'erreur numéro 2, c'est vraiment d'attendre le moment parfait. Et ça, justement, on se disait tout à l'heure. On veut avoir le site qui est bien traduit, on veut avoir la stratégie, on veut savoir vraiment de A à Z comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est toujours, rappelez-moi dans 6 mois. On va voir dans 3 mois. On doit d'abord faire ceci et après peut-être le marché américain. Sauf que si on attend et on essaie vraiment de parfaire notre solution, en fait, vous perdez plein d'opportunités d'aller justement sur le terrain et de discuter avec vos prospects américains. Donc, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, cette idée de on lance quelque chose sur le marché, on a des retours clients et on va pouvoir vraiment l'ajuster. D'autant plus que sur le marché américain, vous avez des différences culturelles. Donc, les attentes ne sont pas pareilles, les problèmes ne sont pas pareils et les mots que vos prospects vont utiliser ne seront pas pareils, pas juste parce que c'est en anglais, mais aussi parce qu'ils ont des problématiques différentes. Donc, aller sur le terrain, ça va être vraiment la meilleure façon d'aller apprendre ces différences culturelles et d'adapter votre stratégie par la suite. Et le 3e erreur, c'est aussi ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est justement de ne pas assumer à fond son discours, sa posture commerciale. Donc, aux États-Unis, comme vous avez peut-être vu, déjà, est-ce que vous avez déjà eu des prestataires ou des fournisseurs américains qui voulaient vous vendre quelque chose? Ou pas? Non? Pas encore. OK. Donc, oui? Et comment ça s'est passé? Mal, OK. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient trop agressifs, trop pushy, ou est-ce que c'était autre chose? C'est autre chose. OK, très bien.
Très bien. J'ai eu justement un ami qui, c'était pas avec Oracle, c'était avec une autre société de logiciels, et que lui, il est vendeur en France, plutôt à l'américaine, j'ai envie de dire. Et il lui a dit, même pour moi, les mecs de cette entreprise américaine, ils étaient trop agressifs, trop pushy, parce que en fait, aux États-Unis, on va vraiment aller vers le client et lui demander: est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Voici pourquoi vous devrez l'acheter. Voici pourquoi ce que je vends, c'est la meilleure solution pour vous. Donc en fait, on a cette posture assez agressive dans la vente, alors que parfois ce que je vois en France, c'est qu'on n'ose pas. En fait, on veut pas forcer le client. On est plus dans le retenu, plus dans l'élégance, je dirais. Et si vous appliquez cette méthode sur le marché américain, justement, vous allez être noyé dans le bruit, parce que c'est un marché où, comme vous avez peut-être compris, les vendeurs, ils n'hésitent pas à aller vraiment crier pourquoi ils sont les meilleurs et pourquoi vous devez acheter chez eux. Donc, il y aura une adaptation à faire sur justement cette posture de commercial dans vos interactions avec vos prospects américains. Alors, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque la prochaine partie? Non. Ok, très bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand on arrive à changer sa façon d'aborder le marché, sa façon de vendre et de changer sa posture, c'est que la réussite aux États-Unis, ça peut arriver assez rapidement. C'est pas que c'est facile, mais les prises de décision sont plus rapides et souvent avec des budgets plus importants. Donc c'est très intéressant d'aller vers ce marché, mais avec justement une certaine notion d'agilité pour adapter sa façon de faire. Et je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, j'accompagne une entreprise dans le retail qui vend des spas et des piscines en Floride, vers Miami. Ils ont 20 ans de métier en France, très réussi. Les produits, les clients, les arguments commerciaux, ils les connaissent vraiment au bout des doigts. Et ils sont allés s'implanter aux États-Unis au mois de mars. Le premier mois, aucune vente. Mois d'avril, deuxième mois, aucune vente. Troisième mois, on arrive au mois de mai, premier salon, aucune vente. Ils m'envoient un message en disant: Christine, c'est la première fois de ma vie que ça arrive, que je fais aucune vente sur un salon. J'ai compris qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Alors, du coup, on a regardé. Ils avaient les mêmes produits qu'ils vendaient en France. C'est des produits qu'ils maîtrisaient. Mais son discours était aussi le même que ce qu'il utilisait en France. C'est-à-dire que il parlait tout de suite des dimensions du produit, de la marque de la pompe qu'ils utilisaient, de le processus de fabrication du spa. Et en fait, tout ça, pour les clients américains, c'est des arguments qui, tout simplement, ne marchent pas. Ils disaient, ça rassurait beaucoup les clients qu'ils avaient ici, mais là-bas, ils voyaient que, au bout de 3 minutes de discours, la personne quittait le magasin. Ils n'étaient pas intéressés. Alors, ce qu'on a fait, c'était de restructurer, en fait, sa façon d'aborder le client. Déjà, la première chose, d'aller vers le client et lui poser directement la question: est-ce que vous cherchez à acheter un spa aujourd'hui? Donc là, c'est très clair. On sait si il est là pour acheter ou juste pour regarder. On saura doser ses arguments par la suite. Deuxième question, c'est: quel est le prix que vous voulez mettre? Donc, on aborde la question de l'argent dès l'entrée du jeu, parce que aux États-Unis, c'est un critère important. On ne va pas garder cet argument pour la fin du discours. Et ensuite, on n'allait pas sur les dimensions, les marques, etc., mais plus sur les émotions. Pourquoi vous voulez un spa? Est-ce que c'est plus pour vous détendre, parce que vous voulez vous sentir en meilleure santé? C'est plus pour me détendre. Ok. Mais imaginez, vous rentrez d'une journée stressante, vous rentrez dans le spa, et là, il invite les clients à physiquement rentrer dans son spa, dans le magasin. Qu'est-ce que vous ressentez? Et en fait, l'argument commercial, ce n'est pas de décrire le produit et de pourquoi c'était bien, mais en fait de faire en sorte que les clients aient ressenti quelque chose. Et c'est là où souvent ils arrivaient à faire des ventes. Ils disaient: mais je comprends pas, on parle du spa, en fait, on parle
de lui et ses ressentis, mais il a dit j'ai vraiment du mal, mais ok, s'il faut le faire, je vais le faire. Donc, ils ont commencé à changer leur façon de vendre. Ils ont eu l'humilité de se remettre en question et de changer des habitudes bien rodées depuis 20 ans en France. Et depuis le mois de juin, on voit qu'ils enchaînent les ventes. Mais parce qu'ils ont su adapter leur façon de vendre, quelque chose qui était très différent, très étranger pour eux, ils n'étaient pas à l'aise, mais ils ont dit, s'il faut jouer le jeu, on va jouer le jeu. Je vais mettre une casquette, je vais mettre un drapeau américain dans mon magasin. Et on voit que cette façon de s'adapter, ça fait vraiment la différence. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec sa transformation, c'est que on l'a mené justement comme un sprint agile presque. C'est-à-dire qu'on a fixé son objectif, qui était de modifier son discours pour s'adapter à ses clients américains, avec l'objectif final de vendre plus de produits. On a testé des nouvelles approches. On a observé les réactions de ses clients américains. On a ajusté les choses et on a vu que par la suite, les ventes, ils arrivaient très vite. Alors qu'ils essayaient depuis 3 mois à le faire tout seul avec un produit qu'ils maîtrisaient depuis 20 ans quand même. Donc, d'où l'importance vraiment de tester, d'observer et d'ajuster. Mais encore, faut-il savoir quoi adapter, comment l'itérer et où concentrer les efforts pour justement avoir une optimisation, une meilleure rentabilité, si on peut dire, retour sur l'investissement de ces efforts commerciaux. Donc, pour nous guider précisément vers où on va, c'est-à-dire vers la vente chez les clients sur le marché américain, il nous faut une boussole. Et justement, la boussole, ça va être ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la méthode CAPS pour vous amener vers, je dirais, la conversion de vos cibles sur le marché américain. Donc, la première chose à faire, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une méthode qui peut aussi s'appliquer sur le marché français. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que ça marche pour le marché français, ça marche pour le marché américain. La différence, ça va être les adaptations culturelles. Donc, la première chose, c'est le ciblage. Parce qu'en France, on va peut-être avoir une tendance à viser un peu plus large quand on cible des clients, parce qu'on ne veut pas on veut pas fermer les portes à des opportunités. Aux États-Unis, cibler large, vous connaissez peut-être tous l'expression, si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Aux États-Unis, c'est d'autant plus vrai parce que, juste pour vous donner une comparaison, en France, on a 4 millions d'entreprises, ce qui est déjà bien. Aux États-Unis, on en a 33 millions. Donc, bien sûr, il y a la taille du pays qui est pour quelque chose. Mais ça fait que quand vous allez sur un marché avec autant d'acteurs, si vous essayez de viser large, en réalité, vous visez personne. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de cibler très, 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 très précisément, presque tellement précisément que vous n'êtes pas à l'aise, parce que sur ce marché de 33 millions, on va trouver suffisamment d'entreprises dans cette cible pour qu'il soit intéressant pour vous. Et que pour que vous évitiez de disperser vos efforts et vos budgets marketing et prospection. En gros, plus le marché est grand, plus vous voulez cibler précisément. Et donc, du coup, la première chose, ça sera de définir qui sera votre cible. Alors, pour ça, et encore, c'est un exercice qui est très efficace même ici en France, c'est de définir qui est-ce que je cible, qui est mon persona. Aux États-Unis, si vous ciblez le marché américain, je vous invite vraiment à aller dans un niveau de précision encore plus poussé que ce que vous ferez peut-être ici en France. Quelle est sa douleur? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Pour nous, c'est la peur de se rater, d'investir plein d'argent sur un marché et de perdre tout cet argent. Le problème, donc quel est le problème de ce persona? Pour nous, souvent, ça va être justement, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment faire. Ils savent que c'est différent, mais ils savent pas vraiment comment adapter pour répondre aux attentes et aux pratiques du marché américain. Quelle est la solution dont il a besoin?
pour résoudre ce problème. Et donc là, vous pouvez réfléchir, qu'est-ce que moi je peux apporter comme solution? Pour nous, c'est justement de les accompagner sur le ciblage, l'adaptation et la prospection. Et le produit, là, bien sûr, c'est ce que vous vendez. Donc, comme ça, on a vraiment un niveau de clarté sur qui on cible, le problème, la solution et ce que vous allez vendre à ce client. Et quand vous avez vraiment, je dirais, une précision chirurgicale sur ça, tout de suite, ça devient plus facile pour la suite. Donc ça, c'est le premier exercice à faire. La deuxième chose, comme on a déjà vu, c'est l'importance de l'adaptation, de cette agilité culturelle. Parce que bien sûr, traduire les supports, le site web, c'est déjà une première étape. Mais ça ne va pas être suffisant. Tout simplement parce que vos prospects américains, comme on a vu avec l'exemple du client qui vendait des spas, vos prospects américains, ils ne réfléchissent pas de la même façon que vos prospects français. Les arguments qui vont marcher ici ne vont pas marcher là-bas. Tout simplement parce que, en fait, la logique d'achat et le chemin mental qu'on va prendre pour prendre une décision, ce n'est pas pareil entre ce qu'on voit ici et ce qu'on voit là-bas, parce qu'on a vu les différences culturelles, ça entre en jeu. Les problèmes, c'est différent entre les pays, les cultures. Et donc, on a besoin d'adapter son discours et ses arguments. Un exemple que je peux vous donner pour montrer l'importance et le degré de l'adaptation nécessaire. On travaille avec un client qui proposait de transformer les parkings de salles de spectacle la nuit en parking pour les camions. Vous savez, aux États-Unis, c'est très important le transport routier pour les produits. Alors, en France, ça marchait aussi, ça marchait très bien même France, Europe, ils avaient des marchés dans plusieurs pays européens. Donc, ils me contactent en disant, Christina, on veut apporter cette solution aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment un gros potentiel. Est-ce que tu peux m'aider à juste traduire, corriger mon deck? Je l'ai déjà traduit en anglais. J'ai juste besoin que tu me relises et que tu me dises ce qu'il faut qu'on fasse. Il m'envoie son deck, 36 slides, plein de textes qui expliquent vraiment encore tous les aspects techniques de comment il met en place ces solutions de parking. Et je dis, OK, Fabien, il va falloir déjà qu'on réduise le deck. Mais aussi, qui est-ce que vous ciblez aux États-Unis? Et là, il dit, OK, en fait, on cible les départements des transports. On a sélectionné une dizaine d'États, donc la Floride, la Californie, le Texas, etc. Mais ce que je veux, c'est juste un deck que je peux utiliser pour tout le monde. Je dis, mais ça va pas marcher. Parce que les problématiques qu'ils ont en Californie n'ont rien à voir avec les problématiques qu'ils ont en Floride. En Californie, ce qui est important, c'est justement tout ce qui est émissions à gaz à effet de serre, tout le côté durabilité. En Floride, on a beaucoup plus de problèmes de sécurité et bien sûr, la forme de l'État fait que la configuration des routes, c'est différent. Et aussi le problème des ouragans. Donc, il faut qu'on prévoie qu'est-ce qu'on fait en cas d'ouragan. Et ce qu'on a dû faire, c'était non de traduire son deck de 36 slides en anglais, non plus juste le réduire à une dizaine de slides traduits en anglais, mais vraiment de faire un deck pour la Floride, un deck pour la Californie, parce que ils n'avaient pas les mêmes problèmes, même si on allait proposer les mêmes produits. Et donc, en fait, c'est ce côté adaptation, c'est ça qui va permettre à vos prospects américains de comprendre que vous les comprenez. Il faut savoir qu'en fait, les États-Unis, c'est une culture, ce qu'on appelle à contexte faible. C'est-à-dire que on est très mauvais pour comprendre les nuances, l'implicite, l'humour au second degré. On ne comprend pas du tout. Et donc, il faut vraiment clarifier, expliquer, rendre chaque point explicite, y compris dans vos discours de vente. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces deux premières étapes avant qu'on attaque l'autorité? Non, on est bon? OK. Donc, l'autorité. Il y avait une étude par Google qui a montré, parce que Google, il sait tout de ce qu'on fait sur Internet, qui a montré qu'un décideur
B2B aux États-Unis, il va en moyenne regarder ou interagir 7 fois avec votre contenu sur 11 points de contact différents et sur 4 canaux différents avant de considérer que vous êtes intéressant pour lui ou pas. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de contenu, de ressources ou de choses que vous pouvez lui montrer sur des sites, des livres blancs, des podcasts, des vidéos, etc., à ses yeux, vous n'existez pas. Donc, il y a déjà un travail de construction pour bâtir cette autorité, pour avoir cette crédibilité. Quand il va taper votre nom sur Google, et c'est sûr qu'il va le faire. Donc, si vous voulez faire un petit test, quelque chose que vous pouvez faire, si vous avez un VPN qui vous permet de faire comme si vous étiez aux États-Unis, vous tapez votre nom, vous tapez le nom de votre entreprise, vous regardez ce qui ressort et vous voyez si ça peut rassurer vos prospects américains ou pas. Et si la réponse est non, ben vous savez qu'il faut commencer justement à créer des ressources et du contenu. Alors, sans pour autant devenir créateur de contenu, c'est pas ça la question, mais au moins d'avoir une présence digitale en anglais qui est adaptée aux entreprises que vous allez cibler aux États-Unis. Enfin, c'est assez simple. Aux États-Unis, on dit que vous êtes qui Google dit que vous êtes. Donc, très important justement d'avoir cette présence, surtout si vous êtes une entreprise aujourd'hui implantée en France et vous commencez à aborder ce marché américain. La 4e étape à mettre en place, c'est justement le parcours. Parce que ce qu'on voit chez nos clients quand ils arrivent chez nous, c'est que leur parcours client, parfois ils ont des choses en place. On voit que ils commencent pas de rien. Mais aux États-Unis, le parcours, en fait, la transformation du client, ça commence vraiment dès le début de la découverte. Et comme on a vu tout à l'heure, comme les États-Unis, c'est une culture à contexte faible, le client a besoin de sentir vraiment à chaque étape que il sait où il va, vers quoi vous l'amenez. Donc, ce que vous pouvez faire déjà pour construire ce parcours, c'est de se dire, OK, on a un parcours typique en 4 étapes: découverte, validation, conversion, onboarding. Et à chaque étape, il faut que ça soit clair vers quoi vous l'amenez. Donc, la découverte, par exemple, ça peut être du contenu, ça peut être des campagnes marketing, des campagnes de publicité payante, mais c'est là où il va vous découvrir. D'où l'importance d'avoir cette présence digitale. Pour la partie validation, donc là, ça peut être justement, peut-être vous avez des cas d'études, des cas clients, vous avez des histoires que vous pouvez raconter sur ce que vous avez fait avec vos clients. Même si c'est avec vos clients en France, on peut les adapter pour que ça parle à vos prospects américains. Donc comme ça, il va pouvoir valider. Oui, cette entreprise, cette personne est intéressante pour moi. La conversion, c'est là justement où vous pouvez mettre en place une séquence de rendez-vous. Avec chaque fois, à la fin du rendez-vous, on prend le temps et on pose le rendez-vous suivant. Donc c'est encore cette idée de le client américain, il a besoin d'être guidé et que tout soit clair tout au long du parcours. Et ensuite, une fois qu'on a réussi notre conversion, parce que aux États-Unis, je dirais, le deal n'est pas conclu à la signature, parce qu'on a vu tout à l'heure que les Américains, ils ont ce côté très indulgent, très gamin, comme a dit un de mes clients. C'est-à-dire qu'ils peuvent signer très vite, ils peuvent prendre une décision très vite, mais ils peuvent aussi prendre une décision de partir très vite. D'où l'importance de les fidéliser avec l'onboarding. Par exemple, vous pouvez lui livrer un roadmap sur 30 jours, comment ça va se passer dans cette phase de démarrage avec vous. Ça va le rassurer, il est dans la clarté du parcours et ça aussi, ça fait partie de comment vous arrivez à vous démarquer sur ce marché parce qu'il dit, ouais, ils sont bien en fait, je me sens bien, je me sens rassurée, je me sens vraiment prise en main. Et ça, même aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui le font pas. Donc si vous arrivez à le faire, ça peut vraiment impressionner vos prospects. Et le 5e et la dernière étape, c'est justement le système. Parce que ça fait beaucoup de choses,
si on n'a pas un système, et même moi je le vois chez moi, sans système, les efforts commerciaux ont tendance à s'éparpiller. Et d'autant plus quand on a, je dirais, d'autres paramètres à prendre en compte, comme la différence de la culture, les différences de la langue, les adaptations sur la façon de vendre et d'aborder les clients. Donc avec ce système, vous mettez en place par exemple votre CRM, votre séquence quotidienne de prospection, et vous avez vraiment les étapes et les cycles. Ça fait que vous pouvez arriver sur ce marché à aborder vos prospects sans besoin de réfléchir presque, parce que vous avez le système en place et vous n'avez qu'à l'appliquer ou à demander à vos équipes de l'appliquer si c'est le cas. Donc, aux États-Unis, c'est pas seulement l'offre et le produit qui va impressionner. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit pour gagner les clients. Et souvent, les Français, ils sont très forts pour avoir des produits extraordinaires, d'une technicité inouïe. Mais ce qui va faire la différence sur le marché américain, c'est pas juste le produit, c'est aussi le système marketing et onboarding et prise en main du prospect, de la découverte jusqu'à l'onboarding qui va faire la différence et de faire en sorte que vous sortez du lot sur ce marché. Donc, quand vous appliquez ce système, 10 minutes? Très bien. Quand vous appliquez ce système sur non pas une centaine de contacts sur LinkedIn, mais peut-être sur entre 5 et 10 comptes sur le marché américain et vous les ciblez très précisément avec les adaptations, le contenu et le parcours adapté à chaque entreprise et même aux décideurs et aux influenceurs au sein de ces entreprises, on arrive à avoir une réussite qui peut aller plus vite que ce qu'on pourrait avoir même sur le marché français si on est là depuis des années. Une dernière histoire. C'était une entreprise que j'ai accompagnée. C'était une entreprise SaaS, faisait des logiciels d'optimisation de workflow. Encore très présent en France, beaucoup de clients, beaucoup de cas clients, et commencent à attaquer le marché américain. Donc ils essaient pendant plusieurs mois, sauf que quand on regarde ce qu'ils faisaient, ils avaient les mêmes approches qu'ils utilisaient en France et qui marchaient très bien. Mais on avait besoin de changer leur façon d'aborder ce marché pour arriver à être visible aux yeux de leurs prospects américains. Donc, ce qu'on a fait, c'était de resserrer le ciblage. On avait des entreprises de taille moyenne. On avait fixé vraiment la fourchette du nombre de salariés, mais avec des équipes distribuées entre 3 fuseaux horaires et du coup des systèmes de gestion qui n'étaient pas homogènes. C'est-à-dire chaque site faisait un peu à sa sauce. L'adaptation, c'était justement de parler non seulement d'optimisation de workflow, mais comment on va pouvoir réduire les frictions entre les entreprises qui opèrent sur plusieurs fuseaux horaires et qui ont un problème d'onboarding, enfin de turnover important. Donc du coup, dans son discours commercial, on a abordé ces sujets-là parce que c'était des problèmes spécifiques pour les clients américains. On a retravaillé les cas d'études pour répondre aux enjeux de ces prospects américains. Une fois qu'on avait un premier client, tout de suite, on a fait le témoignage vidéo pour permettre à ces prospects américains de voir, quelqu'un comme moi qui utilise cette solution. On a mis en place le funnel avec les points de contact pour apporter de la valeur à chaque stade et l'onboarding dès la signature. Et ensuite, on a appliqué ça sur un système de prospection sur un nombre réduit de comptes, sur 6 comptes, et on mettait ça en place pour les prospecter chaque semaine. Et le résultat, c'était au bout de 6 mois, ils ont réussi à signer un contrat avec une entreprise majeure aux États-Unis, alors qu'avant, ils avaient essayé et ils n'ont jamais réussi à avoir un contact. Donc, ça, c'est le roadmap. C'est les étapes et la méthode que vous pouvez mettre en place pour vous démarquer sur le marché américain. Si vous voulez aller plus loin et voir comment vous pouvez appliquer ça chez vous, mais vraiment dans les détails, vous avez un livre blanc d'une 40aine de pages qui va vraiment vous donner en fait toutes les étapes
et tous les outils et toutes les méthodes que vous aurez besoin de mettre en place pour mettre ça en place chez vous dès cette semaine, si vous le souhaitez même. Si vous voulez qu'on reste en contact, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Christina Rebuffet-Brodus. Je pense que je suis la seule sur LinkedIn avec ce nom très long. Et pour terminer, bien sûr, on apprécierait d'avoir vos retours pour nous et pour les organisateurs. Donc, je vous remercie déjà du temps passé ensemble ce matin, de nous partager vos retours. Et si vous avez des questions ou vous souhaitez continuer la discussion après, ce sera avec plaisir après la séance ou par LinkedIn. Merci beaucoup. Thank you.